Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter sur Zendesk une interview du docteur Isaac Elias. Il se dit pratiquer la médecine intégrative et il expliquera pour nous dans la première partie de l'interview ce que cela signifie. Dans sa clinique en Californie, il travaille principalement sur le cancer, en traitant les patients mais aussi en effectuant de la recherche. La raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter cette interview et aussi pour laquelle j'admire les travaux du Dr Elias est sa vision qu'il a de la médecine et l'effort actif qu'il y met à intégrer les médecines naturelles et alternatives avec la médecine occidentale afin d'obtenir des résultats optimaux pour traiter des maladies comme le cancer. Alors dans l'interview, il commencera par nous expliquer ce qu'est la médecine intégrative. Il nous donnera ensuite quelques conseils d'hygiène de vie pour prévenir et éviter d'avoir des maladies chroniques telles que le cancer. Il donnera ensuite quelques conseils aux personnes qui ont été diagnostiquées avec un cancer. Et il expliquera quelles sont les premières choses à faire pour mieux gérer ce stress. Et pour finir, il nous parlera de la méditation, qu'il pratique lui-même depuis un certain nombre d'années. Et il nous expliquera en quoi il utilise cette technique pour aider les patients à travers leur traitement. Alors voilà, merci à tous, j'espère que vous allez apprécier cette interview. À bientôt sur Zendesk et bonne santé. Docteur Elias, vous pratiquez la médecine intégrative. Pouvez-vous nous résumer ce que cela signifie? Oui, bien sûr. En fait, je le fais à toutes mes présentations, comme aujourd'hui, à la Société pour le contrôle du cancer, où j'ai parlé des bienfaits de la pectine de citron modifiée. Et je commence toujours sur la médecine intégrative. Et malgré les nombreuses fois que je l'ai fait, c'est toujours très exaltant. Car c'est un terme qui est presque cliché. Je forme beaucoup de docteurs, et ils veulent tout de suite passer aux détails, au protocole. Mais vraiment, le procédé pour comprendre, saisir, posséder et utiliser la médecine intégrative est une réflexion longue et profonde. L'éducation de toute une vie. Alors pourquoi? Parce que la médecine intégrative a un certain nombre de principes qui ne sont pas faciles, non seulement à comprendre, mais à mettre en pratique. Alors quels sont ces principes? Tout d'abord, cette médecine est fondée sur l'intégration de différentes méthodes, et elle est vraiment dictée par le patient. On veut créer cette assimilation pour le patient, et ce qui nécessite d'être à l'écoute du patient. Alors à ma clinique, par exemple, il n'y a pas de blouse blanche, pas de diplôme. Je ne m'assois pas derrière un grand bureau. La chaise du patient et la mienne sont les mêmes. Celle du patient est même mieux. Et il est placé de façon à ce qu'il possède la belle vue extérieure. Le patient est au pouvoir. Il est libre de s'exprimer. Vous savez, en cancérologie, on rencontre beaucoup de patients qui nous disent « Vous savez, je ne peux pas dire à mon cancérologue que je fais ci ou je fais ça, ou ils vont se fâcher. » Mais si vous y pensez, c'est le patient qui est peut-être en train de mourir d'une maladie, qui est stressé, et il doit se soucier que leur docteur va se fâcher. Alors en établissant une médecine dictée par le patient, ce problème est résolu. Voilà le premier principe. Mais cela veut dire que le docteur ne doit pas avoir de programme tout fait. Et ça, c'est le deuxième principe. La médecine intégrative n'est pas biaisée, ce qui veut dire que nous sommes ouverts d'esprit. Surtout en traitant le cancer, je veux souligner l'importance de l'intégration. Peu de méthodes alternatives marchent vraiment. Il faut les intégrer, les associer. Avec une ouverture d'esprit, on ne peut pas se tromper. Être ouvert à certaines choses comme les opérations, la chimiothérapie ou les radiations, faites au bon moment et au bon endroit. Et ensuite être ouvert à l'acupuncture, la diététique, la guérison chamane, la prière, etc. Et je peux vous raconter plein d'histoires où ces choses se rencontrent. Donc c'est ça le deuxième principe. Le troisième principe, qui est le plus difficile à apprendre, est que les traitements doivent être individualisés. Les soins intégratifs doivent être ordonnés sur mesure pour le patient. Les gens me demandent, quel protocole utilisez-vous? Et mon protocole est que je n'ai pas de protocole. Tout dépend du patient.
Sexe, âge, éducation, mode de vie, philosophie, but dans la vie, etc., etc. C'est un procédé très dynamique, surtout quand vous utilisez des médecines comme la médecine chinoise, la médecine tibétaine, l'Ayurveda, qui jouent avec le temps, les saisons, les heures de la journée. Vous créez cette dynamique où vous laissez le patient interagir avec le temps, l'espace et la nature. Ces principes sont vraiment la base de la médecine intégrative. La façon d'implémenter cette philosophie est à travers ce que j'appelle la voie de la connaissance et de la sagesse. Le savoir, c'est l'information. Par exemple, pour mon parcours, je suis formé en médecine occidentale, en médecine chinoise, en homéopathie, en diététique. Je suis formé en shiatsu, mais aussi en ostéopathie crânienne. J'ai été professeur de yoga, je pratique la méditation. Alors j'ai ces éléments. J'ai créé cette sphère, mais c'est une pensée très linéaire, de différentes méthodes. Ensuite, la sagesse est de laisser aller des concepts. C'est une compréhension non conceptuelle, l'intuition profonde qui vient d'un esprit ouvert, libre, et d'un cœur ouvert. Alors la vraie expression de la guérison à travers la médecine intégrative est la circulation naturelle et ininterrompue, sans effort, d'amour et de compassion. Une chose à propos de l'amour et de la compassion, vous ne pouvez jamais en avoir de trop. Et c'est sans danger. C'est l'aventure d'une vie que d'épandre notre cœur pour nous-mêmes et pour les autres. Et je pense qu'un très bon exemple, si vous avez déjà vu le Dalai Lama, même de loin, juste en le regardant, vous pouvez ressentir ses qualités. Et nous voulons apporter ces qualités à la médecine. Et ce n'est pas facile. Il y a les assurances, il y a le stress. Ce n'est pas facile avec notre rendement de vie. Et je suis souvent le premier à échouer. Alors pour y remédier dans ma propre vie, ça fait 20 ans que 2 mois par an, je prends du recul. Et je viens juste de 2 ans de retraite. Et depuis des années, depuis 2004, je médite pendant la première partie de la journée, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur, et je l'offre aux autres pendant la deuxième partie de la journée. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offrir un tel emploi du temps, mais en se donnant juste quelques minutes ici et là, c'est important en tant que patient, mais surtout en tant que guérisseur. Autrefois, les docteurs étaient des guérisseurs, des philosophes, et c'est vraiment une partie de la médecine intégrative, ce dont je suis le plus passionné. Oui, j'ai beaucoup de trucs, de techniques. Je suis un chercheur, un formulateur, je publie énormément dans des journaux scientifiques et je suis respecté dans la communauté scientifique. Mais ce qui m'importe vraiment est ce message, d'un cœur ouvert. C'est comme ça que les miracles arrivent, parfois sans rien faire. Vous prenez la prévention. Quelles sont les choses que nous pouvons faire quotidiennement pour éviter de tomber malade ou de développer le cancer? Ce qui est intéressant est que ce que nous pouvons faire contre une maladie est souvent efficace contre toutes les maladies. Et ces principes sont simples, efficaces et doivent être réguliers. L'alimentation est le premier. Éliminez tout simplement la malbouffe, le sucre blanc, les sodas, tout ce qui est frit, la nourriture traitée. Essayez plutôt de manger bio, plus de légumes verts, plus de fibres. Et ensuite, des choix doivent être individualisés en fonction des personnes. Mais mangez sain en général. Ensuite, dormir assez. On est tous en manque de sommeil. Maintenant, je ne parle pas simplement de quantité, du nombre d'heures, mais aussi de dormir à la bonne heure, aux alentours de 9 ou 10 heures préférablement. Il faut dormir dans le calme. Et encore plus important est de dormir dans une pièce très sombre. On a besoin de l'obscurité pour que la mélatonine augmente. Quand cette hormone est produite, on protège notre système immunitaire. Ça a un effet anti-vieillissement et un effet anticancéral. La troisième technique est la réduction du stress. Peu importe le moyen. Ça peut être le sport, la danse, la musique, l'art, mais aussi la méditation, le yoga ou le qigong, quoi que ce soit qui nous fasse. On est détendu. Quand on est relaxé, tout rentre en ordre.
L'activité physique est très importante, surtout la marche. Si on peut marcher 1 heure par jour, il n'y a pas de meilleur moyen, non seulement pour empêcher le cancer, mais aussi pour éviter la rechute du cancer, jusqu'à 60%. Il n'y a aucun médicament qui lui arrive à la cheville. Alors on a ces éléments de notre mode de vie, l'alimentation, le sommeil, la réduction du stress et l'activité physique. Ensuite, on a besoin de bons compléments naturels, comme par exemple la pectine de citron modifiée, ou des formules qui aident à réduire l'inflammation, améliorer la circulation et supporter notre système immunitaire. C'est aussi très important. Si on maintient cet ensemble, ça affectera vraiment notre longévité. C'est le meilleur des investissements pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Docteur, si quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer, quelles sont les premières choses que cette personne devrait faire? Car c'est souvent terrifiant et on peut paniquer. Alors quels sont vos conseils? Très bonne question. La première chose que cette personne doit faire est de prendre une grande respiration. Il n'y a que rarement une vraie crise. Dans la vie et même en médecine, c'est rare. Respirez profondément et connectez-vous avec ce qui vous entoure. Pour un patient qui a le cancer, il n'oubliera jamais le moment où on lui a annoncé. Ses priorités, les choses qui lui étaient importantes, vont complètement changer en 1 seconde. C'est une expérience que personne ne peut avoir, sauf s'ils ont le cancer. Et ça fait partie de ma pratique en tant que cancérologue, de me visualiser moi-même avoir le cancer. Encore et encore, je me l'imagine. Qu'est-ce que je ressentirais? Quelle émotion? Comment je réagirais à la chimiothérapie? Parce qu'ensuite, je peux vraiment prétendre de comprendre mes patients. C'est une expérience somatique de comment on peut se sentir. Et c'est pourquoi il est important de donner aux patients de l'espace, du support. Car en général, vous savez, quand quelqu'un est diagnostiqué avec un cancer, l'oncologue le fait passer d'un ensemble de priorités et de peurs à un autre ensemble de craintes. Il y a des scanners, des tests sanguins, prenez tel ou tel traitement, il vous reste 3 ans à vivre, avec 50% de chance, etc. La première chose, respirez profondément. Utilisez ce moment rare que j'appelle la dépouille du masque. Il n'y a plus de bluff. La personne doit regarder sa mortalité en face, la limite de sa vie. C'est une expérience extrême, mais aussi une opportunité. Ressentez-la. Les gens s'affolent, se mettent en colère, se fâchent. Ça va aller. Soyez honnête avec vous-même. Tout ça se passe lors du diagnostic. Une des nouvelles choses tendances dans notre culture occidentale est ce concept de pensée positive. Vous devez rester positif et penser positif. Mais voyez, les gens qui ont été négatifs et aigris toute leur vie, et maintenant ils ont le cancer, et quand vous leur parlez, oh, je reste positif. Mais c'est du superflu. C'est un amas de pensées négatives couvert par une couche très fine de fausses pensées positives. C'est pas une bonne idée. Restez honnête avec vous-même et avec les autres. Les gens savent que vous ne vous sentez pas bien, mais ils ne vous le disent pas. Tout ça est une perte d'énergie, alors restez honnête. Ensuite, trouvez un système de support. Quand vous combattez le cancer, vous avez besoin d'une équipe. Et dans l'équipe, chaque membre a son propre rôle. Si une femme a le cancer du sein, elle aura besoin d'un bon chirurgien si elle va être opérée. Pour une reconstruction mammaire, trouvez un bon chirurgien esthétique. Mais si vous espérez que ce chirurgien sera la personne qui vous soutienne psychologiquement, vous procurera des conseils alimentaires par exemple, alors vous serez déçu. Le chirurgien s'occupe de l'opération. Alors créez une équipe. Et dans cette équipe, trouvez une personne d'autorité. Pas dans le sens où elle vous dira quoi faire, mais quelqu'un qui possède les connaissances et de préférence quelqu'un qui comprenne la médecine intégrative. Quelqu'un qui soit là pour vous et qui n'ait pas de programme préfet.
Il ne vous pousse pas à faire de l'irradiation ou une opération ou une thérapie intraveinale. Quelqu'un qui est là pour vous, avec qui vous pouvez être ouvert, et il vous supportera dans tous les cas. C'est la première chose. Ensuite, vous serez prêt à avancer. L'autre chose est qu'avant de faire quoi que ce soit, collectez autant d'informations possibles sur le sujet. Des tests de laboratoire, si vous devez analyser différents tissus pour la sensibilité à la chimio, des tests d'immunologie, évaluer les différents risques, essayez de comprendre comment vous êtes arrivé où vous en êtes. Et ensuite seulement vous pouvez effectuer des changements. Car une fois le traitement commencé, les choses changent, la biochimie des tissus, etc. Et c'est dur de comprendre vraiment ce qu'il se passe. Docteur, vous parlez souvent de méditation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez que c'est si important que nous soyons malades ou que nous soyons en bonne santé? Ma fille, qui médite beaucoup, dit souvent « Être un peu plus détendu rend la vie beaucoup plus belle. » Et c'est vrai en plus, c'est une réponse simple. Notre esprit et nos expériences de l'existence ont une certaine qualité présente dans toutes les cultures, peu importe les religions ou les systèmes de croyance. L'esprit a une qualité qui est celle de pouvoir se concentrer. Ce qui est rare de nos jours, car nous sommes toujours en train de faire 36 choses à la fois. Et l'esprit a aussi la possibilité de se relaxer. Alors voici les qualités principales d'un esprit ordinaire. Mais l'esprit a aussi l'habilité de s'épandre, de ne pas être restreint. Et quand l'esprit s'étend, c'est comme si vous regardiez à une ligne droite, formée de plusieurs petits points. On dirait une ligne droite. Mais au microscope, vous pouvez voir l'espace entre les points. Quand on ouvre ces espaces, alors arrivent les intuitions. C'est ce qu'on appelle la méditation intuitive. Mais quand on est trop pressé, on ne se rend pas compte de notre névrose. On va tout simplement trop vite. Et quand on commence à ralentir, en respirant, en se concentrant, nos distractions s'en vont et on trouve un endroit plus calme, un état de paix. Cette qualité aide directement les patients à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie, à améliorer les résultats des traitements. Une méditation simple de concentration est plus efficace pour la dépression que les antidépresseurs. Ça améliore les fonctions cardiovasculaires, la mémoire, le système immunitaire. Pas mal pour quelque chose qui est dans notre simple nature. Et ensuite, quand on s'ouvre vraiment, on commence à mieux choisir nos priorités. On a une vue plus claire. Mais quand tout va trop vite, nous sommes dans un état de confusion. Et quand tout ralentit et s'ouvre, on commence à comprendre intuitivement. On prend les bonnes décisions pour nous-mêmes et pour les autres. On peut commencer à méditer en se concentrant sur notre propre santé ou notre bien-être. C'est bien, c'est un peu égoïste, mais c'est déjà bien. Car si nous sommes heureux, tout le monde autour de nous sera plus heureux. Mais si nous avons des difficultés, comme tout le monde en a d'ailleurs, de la frustration, de la colère, de la jalousie, des peurs, et que nous en faisons toute une histoire, mais moi, par exemple, ça fait partie de notre existence. Mais si nous prenons une respiration profonde, on réalise que tout le monde autour de nous a les mêmes difficultés. Peu importe s'ils sont riches ou pauvres, noirs ou blancs, un homme ou une femme. Si je peux plus me détendre, ouvrir mon cœur, je pourrais alors peut-être aider les autres à se détendre. Vous savez, j'ai ce fantasme. Et si tout le monde sur Terre pouvait méditer ensemble pendant 1 heure, en même temps, et ouvrir leur cœur, il n'y aurait plus de guerre. C'est vrai, tout se dissiperait. C'est cette raideur dans laquelle nous vivons, comme de l'eau se transformant en glace. Et on casse la glace violemment pour la mettre en morceaux. Mais si on laisse la glace se reposer à la lumière chaude du soleil, elle fondra toute seule, tout simplement.
Alors l'amour et la compassion authentique qui survient quand on ouvre notre cœur, car notre cœur n'a pas de frontières. Il est comme le ciel. C'est nos concepts qui nous renferment. Et grâce à la méditation, vous ouvrez votre cœur et votre être. Et ceci est une caractéristique de la guérison. Guérir est très différent que de simplement soigner une maladie. Il faut être en contact avec nous-mêmes, trouver notre propre but, notre propre voyage dans la vie. Et ça approfondit notre expérience de la vie. Et on ne peut pas le décrire, il faut le vivre. Et je fais de plus en plus de retraites de méditation et de guérison avec des patients. Et je suis heureux de voir que de plus en plus de docteurs y participent. Tout le monde est mélangé. Les docteurs, les patients, ça fait partie de cette idée d'égalité. On a parlé de médecine intégrative dictée par le patient, et ça fait partie de ce concept d'égalité. Et à la base de ce concept est que nous souffrons tous des mêmes maux. La compréhension profonde de l'égalité survient quand notre esprit s'ouvre pendant la méditation. L'essence de toute chose se merge et ne fait qu'un.